Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, pensons d'abord à une mère de Butembo qui, ce mercredi, a marché jusqu'à la borne Fontaine pour la trouver à sec, comme la veille, comme l'avant-veille. 1 mois de pénurie. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de chez elle, son président montait à une tribune internationale pour parler de l'eau de l'Afrique. Les 2 images sont vraies en même temps. C'est de cet écart que nous partons. Je salue nos compatriotes de l'intérieur et notre diaspora, qui suivent ce journal de loin, mais qui ne perdent jamais de vue ce qui se joue au pays. Vous êtes pour beaucoup les premiers à réagir, les premiers à comparer ce qui se dit à cette tribune avec ce que vit votre famille restée ici. Ce soir, vous aurez de quoi comparer. Car voici le fil de cette édition. En 48 heures, le chef de l'État est passé d'une tribune sur l'eau à N'Djamena à une tribune sur la paix à Luanda, avant de mettre le cap sur New York et le Conseil de sécurité. Une parole présidentielle qui voyage vite, de forum en forum. La seule question qui vaille ce soir est de savoir ce que cette parole change, une fois qu'elle est rentrée à la maison. Nous verrons donc ces 2 tribunes de près, celle de l'eau et celle de la paix, sans les caresser dans le sens du poil. Puis, nous poserons les nouvelles sanctions des Nations Unies contre Corneille Nangaa et nous demanderons ce qu'elles produisent vraiment. Nous irons ensuite au bras de fer du 22 juillet, où le pouvoir se contredit lui-même. Et nous finirons sur un fichier souverain que l'État est en train de réclamer devant un tribunal. Alors, commençons par cette tribune de N'Djamena. Un pays assis sur le plus grand réservoir d'eau douce du continent y a demandé à l'Afrique de fabriquer enfin ses propres tuyaux. Écoutons bien cet appel, car il avoue quelque chose que nous connaissons déjà pour nos minerais. Ce dossier tient dans une phrase que le président a prononcée mercredi et sur laquelle presque personne ne s'est arrêté. En plaidant pour l'eau de l'Afrique, il a dit, sans le dire ainsi, quelque chose que nous entendons déjà pour nos minerais, que le continent ne fabrique pas ce dont il a besoin. Et à la même tribune, un autre chef d'État est allé plus loin encore, jusqu'à un endroit où la RDC, elle, ne va pas. Solange va nous montrer ces 2 moments et ce qu'ils disent de nous. Merci Kimberly et bonsoir à vous tous, où que vous nous suiviez ce soir. Le fait, d'abord, précis et daté. Le mercredi 15 juillet 2026, à N'Djamena, capitale du Tchad, s'est ouvert le Forum africain de l'eau, une rencontre de haut niveau co-organisée par le gouvernement tchadien et le groupe de la Banque mondiale, sous le thème de la vision à l'action. 5 chefs d'État y ont pris place, dont Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la République démocratique du Congo, aux côtés du Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, du Mauritanien Ghazouani et du Béninois Ouadagni. 25 pays représentés. À la tribune, le président congolais a proposé 5 orientations pour la gestion de l'eau en Afrique et il a présenté le potentiel hydrique de notre pays, qui abrite le plus grand réservoir d'eau douce du continent. Mais arrêtons-nous sur une phrase précise, prononcée par le chef de l'État. Nous devons développer sur notre continent la production de tuyaux, de pompes, de compteurs, d'équipements de traitement, de systèmes d'irrigation et de solutions numériques, a-t-il déclaré. Écoutez bien cette énumération. Tuyaux, pompes, compteurs. Quand un dirigeant appelle à produire ces objets en Afrique, il énonce en creux une vérité que nous connaissons déjà dans un autre domaine. Ces objets-là, aujourd'hui, nous ne les fabriquons pas. Nous les importons, et principalement de la Chine, premier fournisseur mondial du tiers des éléments énoncés. Un appel à créer une industrie africaine de l'eau est un constat qu'elle n'existe pas encore. Et ce constat, nous l'avons déjà fait à cette antenne pour le cobalt et le cuivre, ces richesses que nous extrayons de notre sol pour les voir transformées ailleurs et nous revenir en produits finis dont nous payons la plus-value. L'eau rejoint les minerais. Sur le tuyau comme sur le métal, la valeur se crée hors du continent et l'Afrique achète ce qu'elle aurait pu fabriquer. Situons ce constat dans une histoire plus longue, celle que connaissent tous les régimes qui se sont succédés. Le problème de l'eau en RDC n'a jamais été la ressource. Le fleuve, les lacs, les nappes sont là. Le problème a toujours été la chaîne qui va de la ressource au robinet.
la pompe, le tuyau, le compteur et l'argent pour les payer. Or, si chacun de ces maillons est importé, alors chaque dollar investi dans l'eau part en partie financer une usine étrangère. Voilà le sens caché de l'appel présidentiel. Il ne dit pas seulement qu'il faut de l'eau, il dit qu'il faut apprendre à fabriquer ce qui la transporte. C'est un aveu de dépendance, et c'est un aveu utile, parce qu'on ne corrige que ce qu'on a nommé. Et c'est ici qu'intervient le second moment de cette tribune, celui qui éclaire le premier. À N'Djamena, un autre chef d'État a poussé ce raisonnement un cran plus loin. Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a plaidé pour la valorisation des compétences locales, invitant les États à miser sur les ingénieurs, les techniciens et les experts africains plutôt que de dépendre de l'expertise venue d'ailleurs. Il aurait même, selon la presse gabonaise, critiqué certaines pratiques des bailleurs internationaux, dont les financements seraient souvent assortis de conditions imposant le recours à des entreprises étrangères. Pour lui, les solutions durables doivent être conçues avec les expertises africaines. Prenons ce propos et retenons-en la direction, car elle est nette. Le Gabon pose une exigence que le discours congolais, lui, ne pose pas. L'un dit qu'il faut fabriquer nos tuyaux. L'autre ajoute qu'il faut refuser les financements qui nous imposent les mains étrangères pour les poser. Et cette nuance nous regarde directement, ici, maintenant. Car au moment où le Gabon plaide, à N'Djamena, pour desserrer l'étreinte des conditionnalités étrangères, la République démocratique du Congo, elle, vient d'arrimer une partie de son avenir à un partenariat qui va dans le sens inverse. Le corridor de Lobito, le partenariat minier avec Washington, ce sont précisément des accords où l'infrastructure et l'expertise étrangère sont au cœur du dispositif. Nous ne disons pas que ces accords sont mauvais en soi. Nous disons qu'il existe, à la même tribune, à la même date, deux visions africaines de la souveraineté économique. Celle qui réclame de fabriquer et de décider chez soi, portée par Libreville, et celle qui, à Kinshasa, mise sur l'ancrage à de grands partenaires extérieurs. Deux chemins. Le citoyen a le droit de savoir que son pays a choisi l'un quand un voisin plaide l'autre. Soyons justes, parce que notre métier l'exige. Se rendre à N'Djamena, dans une enceinte où la Banque mondiale structure les financements de l'eau, n'est pas de la figuration. Et reconnaître, comme l'a fait le président, qu'il faut une industrie africaine de l'eau, c'est déjà un pas juste, car nommer la dépendance est la condition pour en sortir. Mais entre nommer la dépendance et bâtir l'usine qui y met fin, il y a un monde. Et ce monde se mesure en décisions concrètes, pas en discours. La parole présidentielle a désigné le bon horizon. Reste à savoir si les contrats que la RDC signe par ailleurs marchent vers cet horizon ou dans la direction opposée. Merci Solange. Retenons donc ces deux images de N'Djamena. D'abord, notre président qui appelle l'Afrique à fabriquer ses propres tuyaux, pompes et compteurs, ce qui revient à admettre que nous ne les fabriquons pas et que l'eau, comme nos minerais, enrichit d'abord ceux qui la transforment ailleurs. Ensuite, le président gabonais qui va plus loin et réclame de refuser les financements qui imposent les entreprises étrangères. À l'instant même où la RDC, avec Lobito et Washington, choisit l'arrimage plutôt que le refus. Deux voix africaines, deux souverainetés, une même tribune. Et de N'Djamena, le chef de l'État n'est pas rentré à Kinshasa. 24 heures plus tard, il montait à une autre tribune, à Luanda, pour parler cette fois non plus de l'eau, mais de la paix. Et là aussi, il faut écouter ce que d'autres, dans la salle, ont dit à sa place. Voici le deuxième temps de ce voyage présidentiel. Le jeudi 16 juillet, à Luanda, le chef de l'État a prononcé un discours dense, exigeant, sur le droit international et la paix. Un discours que nous ne rabaisserons pas, car il est fort. Mais un discours qu'il faut écouter dans son contexte réel, celui d'une salle où d'autres dirigeants ont parlé avant et après lui. Et dans cette salle, quelque chose s'est dit que le discours congolais, lui, n'a pas dit avec les mêmes mots. Solange va nous montrer où passe cette ligne. Merci Kimberly. Le jeudi 16 juillet 2026, à Luanda,
s'est ouverte la 3e édition du Sommet mondial pour la paix de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, l'UNAOC, co-organisée avec le gouvernement angolais, sous le thème « Un appel à la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international ». Le président Félix Tshisekedi y a pris la parole, quelques heures après un tête-à-tête avec son hôte, le président angolais João Lourenço, portant notamment sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le sommet se tient alors que la RDC, depuis le 1er juillet, préside le Conseil de sécurité des Nations Unies, et à la veille d'un déplacement présidentiel vers New York. Écoutons d'abord le discours lui-même, car il mérite d'être entendu dans ces termes exacts. Le président a refusé de réduire la paix au silence des armes. Il a dit, je cite, que la paix véritable repose sur le droit, qu'elle exige la justice, qu'elle appelle la vérité, qu'elle impose la protection des populations civiles. Il a dressé une série d'avertissements construits sur une même formule. Partout où la loi du plus fort prend le pas sur la force du droit, aucun peuple n'est à l'abri. Partout où les groupes armés deviennent des instruments de politiques étrangères, la sécurité collective recule. Partout où l'impunité est tolérée, la violence se répète. Et il a prononcé la phrase qui a marqué la salle, celle où il refuse de se satisfaire d'une indignation sans lendemain, où il refuse d'accepter le silence de convenance, où il refuse de compter les victimes pour mieux les oublier. Ce sont des mots justes. Voici maintenant l'ancrage plus large, celui que la dépêche officielle ne met pas en avant. Ce discours dénonce un système. Il nomme le principe, le double standard, la loi du plus fort, l'instrumentalisation des groupes armés. Mais il ne nomme presque jamais le fait congolais avec la même netteté. Le mot Rwanda n'est pas au cœur du texte présidentiel. L'agression, quand elle est évoquée, l'est à travers le voile du principe universel. Le président parle de partout où, quand la plaie, elle, a un nom, un lieu, l'Est congolais et une frontière précise. C'est un choix diplomatique qui se comprend dans une enceinte où l'on préside le Conseil de sécurité et où l'on ménage ses partenaires. Nous ne le jugeons pas, nous le constatons. Et nous le constatons d'autant mieux que dans la même salle, d'autres ont été plus crus. Car c'est là que le contexte parle. À cette même tribune de Luanda, le président Timoré José Ramos Horta, prix Nobel de la paix, a parlé sans détour d'un monde de double standard et a nommé la destruction de Gaza dans des termes que nous ne reprendrons pas ici, mais qui étaient d'une dureté frontale. Il a dit tout haut le mot que le discours congolais contourne. Et surtout, l'hôte lui-même, le président angolais João Lourenço, dans son discours d'ouverture, a cité nommément l'Est de la République démocratique du Congo parmi les foyers de guerre du monde. Et il a dénoncé, je rapporte son propos, l'usage croissant de mercenaires pour renverser des gouvernements démocratiquement élus. L'hôte a nommé le mercenariat et a nommé le Congo. Le président congolais, sur sa propre guerre, est resté dans l'abstraction du principe. Voilà l'asymétrie de cette tribune, et c'est un fait, pas un jugement. Celui qui reçoit a nommé la plaie du Congo plus directement que celui qui la porte. Que signifie cette asymétrie pour la nation? Elle signifie que la bataille des mots, à ce niveau, est une bataille réelle. Quand le président de la RDC choisit le registre du principe universel plutôt que la dénonciation nominative, il gagne peut-être en respectabilité diplomatique à la veille de présider une séance à New York. Mais il laisse à d'autres le soin de nommer l'agresseur du Congo à sa place. Un Timoré, un Angolais. Et un peuple qui saigne a besoin que son propre chef d'État nomme celui qui le fait saigner, au moins autant qu'il a besoin de belles phrases sur le droit. C'est une tension que nous posons sur la table sans la trancher pour vous. Alors, reconnaissons ce qui doit l'être. Porter la cause du droit international à Luanda, à la veille de New York, dans une année où la RDC tient le marteau du Conseil de sécurité, c'est une séquence diplomatique cohérente et utile. Le discours est de bonne facture et sur le fond du droit, il a raison. Mais une paix ne se juge pas au nombre de tribunes gravies ni à l'élégance des formules. Elle se juge à un seul fait. Le jour où un soldat rwandais de moins foulera le sol congolais.
Merci Solange. Résumons ce moment de Luanda pour nos auditeurs. Le président a tenu un discours solide sur le droit international, le refus du silence de convenance, la protection des civils. Sur le papier, tout y est. Mais dans la salle, un Timorais et l'autre Angolais ont nommé plus directement que lui ce qui frappe le Congo. L'un, le double standard de Gaza, l'autre, le mercenariat et l'Est de la RDC. Le principe dans la bouche du Congo, le fait dans la bouche des autres. Cette édition retiendra cette image. Et puisque nous parlons de ceux qui portent le fer contre le Congo, entrons maintenant dans un dossier où justement la communauté internationale prétend agir. Les Nations Unies viennent de frapper de sanctions le chef politique de la rébellion. Mais nous allons demander, chiffres à l'appui, ce que ces sanctions ont jamais changé. Et justement, pendant que le président réclamait à Luanda que le droit international cesse d'être un langage cérémoniel, la communauté internationale, elle, a cru répondre. Pas par un acte sur le terrain, par une liste, le fait est tombé ce jeudi. Le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, créé par la résolution 1133 de 2004, a approuvé le 14 juillet l'inscription de 6 individus et de 2 entités sur sa liste concernant la République démocratique du Congo. En tête, un nom que les Congolais connaissent, Corneille Nangaa, présenté comme le chef de l'Alliance Fleuve Congo, l'AFC M23. À ses côtés, Johnny Mani Nzenze, colonel et chef du renseignement du M23. 2 commandants des FDLR, Sébastien Ouimbabazi et Gustave Kouboyo. Un commandant des ADF, Mohamed Loumissa, et le colonel Charles Sematama, chef militaire du groupe Twirwanéo dans les hauts plateaux du Sud Kivu. 2 entités s'ajoutent, l'AFC elle-même, créée en 2023, et Twirwanéo. Gel des avoirs, interdiction de voyager, embargo sur les armes. Voilà la nouvelle. Elle est présentée partout comme un tour de vis contre les acteurs de la déstabilisation de l'Est. Et à première vue, comment ne pas s'en réjouir? Mais notre rédaction a pour habitude de ne pas s'arrêter à l'annonce. Alors posons la seule question qui compte pour un déplacé de Massissi ou de Rutshuru. Cette sanction va-t-elle faire reculer d'1 mètre la ligne de front? Pour y répondre honnêtement, il faut regarder ce que les sanctions précédentes contre le même homme ont produit. Et là, l'histoire est implacable. Corneille Nangaa n'est pas sanctionné pour la première fois. Il l'est depuis mars 2019 par le Trésor américain, à l'époque comme ancien président de la commission électorale, pour corruption et entrave au processus démocratique. Ces sanctions de 2019 ne sont jamais tombées. Elles pèsent toujours. Puis, en juillet 2024, il a été frappé d'une 2e vague, par le Trésor américain le 25 juillet, par l'Union européenne le lendemain, cette fois comme fondateur de l'AFC. Et le 24 juillet 2024, la justice militaire congolaise l'a condamné à mort par contumace pour crime de guerre. Faisons le compte. Un homme sanctionné par Washington en 2019, resanctionné par Washington et Bruxelles en 2024, condamné à mort au pays en 2024. Et que s'est-il passé sur le terrain pendant ce temps? Vous le saviez tous, la guerre continue, les conquêtes de terrain continuent, et surtout, les viols ne s'arrêtent pas, les meurtres et enlèvements ont augmenté, et surtout, le sang continue à couler. Voilà le bilan documenté de 7 ans de sanctions contre Corneille Nangaa. Aucun avoir gelé n'a ralenti une seule offensive. Aucune interdiction de voyager n'a libéré un seul village. Alors, soyons directs, parce que c'est notre devoir de l'être. Cette 3e vague onusienne de juillet 2026 vient poser une couche de plus sur un homme qui en porte déjà 2, sans effet visible. Nous ne disons pas que sanctionner est inutile en soi. Nous disons que l'expérience, la nôtre, celle des Congolais, montre que la sanction seule n'accélère pas la fin de la guerre. Elle la ralentit même, en donnant l'illusion qu'on agit, alors que le front, lui, ne bouge pas. Et pendant qu'on gèle des comptes en banque introuvables, les mains de ces hommes, elles, portent un poids bien réel. Autant Paul Kagame et son commandement portent le sang congolais sur leurs mains, autant Corneille Nangaa et Bertrand Bizimois, ces Congolais qui ont pris les armes contre leur propre nation, portent ce même sang. La différence de nationalité ne change rien au poids sur les mains.
Alors, quelle est la marche qui bougerait vraiment les choses? Ce n'est pas une 4e liste de sanctions. C'est un dossier à la Cour pénale internationale et un mandat d'arrêt international en bonne et due forme, visant Nanga et Bisimwa nommément dès aujourd'hui. Un gel d'avoir, on le contourne. Un mandat d'arrêt international, il vous cloue sur place. Il transforme chaque déplacement en risque d'arrestation. Il ferme les portes des capitales. C'est le point de vue de notre rédaction. Et c'est aussi, nous le savons, celui de beaucoup de Congolais qui n'osent pas le dire tout haut. Nous le posons donc sur la table, comme un fait de notre analyse. Les sanctions comptent des avoirs. Un mandat d'arrêt compte des jours de liberté qui restent à un accusé. Entre les deux, c'est le second qui fait avancer une guerre vers sa fin. Mais restons sur ce qui divise, et rentrons cette fois dans nos propres murs, à Kinshasa. Car s'il est une contradiction qui saute aux yeux ces jours-ci, elle n'est pas dans les rangs de l'opposition. Elle est au cœur même du pouvoir, le fait. Ce jeudi 16 juillet, à quelques jours d'une marche prévue le mercredi 22 juillet, l'Union sacrée s'est donnée en spectacle d'une cacophonie que peu de régimes s'autorisent en public. Reprenons la chronologie, car elle est parlante. Depuis Yaoundé, où il participe à une session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le professeur André Mbata, secrétaire permanent et porte-parole de l'Union sacrée, a lancé un appel à la mobilisation générale pour le 22 juillet. Il a ordonné aux partis et associations membres de la plateforme présidentielle de descendre dans la rue le même jour que l'opposition, pour contrer ce qu'il qualifie de coup d'État contre la nation. Et il a invité chacun à se placer, selon ses mots, du bon côté de l'histoire. Un ton martial. Et puis, quelques heures plus tard, la douche froide. Augustin Kabouya, président intérimaire de l'UDPS, le parti présidentiel lui-même, a démenti son propre secrétaire permanent. Aucune marche prévue à cette date, a-t-il dit en substance. Restez chez vous, ne tombez pas dans le piège des itinéraires de l'opposition. Consacrez-vous à vos activités. Le porte-parole de l'Union sacrée, désavoué, en quelques heures, par le chef du principal parti de sa propre coalition. Situons ce désaccord dans une histoire plus longue, car il ne date pas d'hier. Ce n'est pas la première fois que Mbata et Kabouya s'affrontent. En 2024 déjà, les deux hommes s'étaient opposés sur le Sankuru. Les régimes qui se succèdent connaissent toutes ces guerres de préséance interne, et celui-ci ne fait pas exception. Mais ce qui se joue ici va au-delà d'une rivalité de personnes. Quand le porte-parole officiel d'une coalition appelle à marcher et que le parti central lui répond de rester à la maison, ce n'est pas une nuance de calendrier. C'est le signal d'une chaîne de commandement politique qui ne fonctionne plus. L'opposition, elle, n'a même plus besoin de forcer. La coalition C64, qui réunit Fayulu, Katumbi, Kabund, Matata et Sesanga, a saisi le gouverneur de Kinshasa, confirmé sa marche du 22 juillet vers le palais de la Nation avec sit-in et remise d'un mémorandum au président. Et elle observe le pouvoir se contredire tout seul. Emery Okunji, pour le FONUS, appelle même ses militants à exercer leurs droits sans peur. Le camp adverse avance ses pions, pendant que la majorité se cherche une ligne. Que révèle cette séquence pour la nation? Elle révèle qu'à 2 ans de la fin du mandat présidentiel, sur le dossier le plus inflammable du moment, celui de la Constitution et de la limitation des mandats, le pouvoir ne parle pas d'une seule voix. Et un pouvoir qui ne s'accorde pas sur la conduite à tenir face à une simple marche donne à voir, aux yeux des Congolais, sa propre fragilité. Le 22 juillet, 2 logiques vont donc se croiser dans les rues de Kinshasa. Une opposition qui avance en ordre, un pouvoir qui s'est publiquement contredit sur l'opportunité même de descendre. La date approche, et ce n'est pas l'opposition qui aura le plus à prouver ce jour-là. C'est une majorité qui devra montrer qu'elle sait encore parler d'une seule voix. Fermons ce journal sur une information que beaucoup rangeraient dans les affaires techniques, et qui pourtant touche au même fil que tout ce que nous avons posé ce soir. La question de savoir qui, au bout du compte, tient les clés de ce qui appartient aux Congolais. Car le 22 juillet ne verra pas que des marcheurs dans les rues de Kinshasa. Ce même jour, dans une salle du tribunal de grande instance de la Gombe,
s'ouvre un procès dont peu parlent. Il porte sur vos données, celles de chaque Congolais qui possède un véhicule. Ce dossier, vous vous en souvenez, nous l'avons ouvert à cette antenne au début du mois de juin, puis suivi fin juin quand le Conseil des ministres a réagi. Il vient de franchir une étape décisive. Rappelons l'enjeu en une phrase, sans le redévelopper, parce que vous le connaissez déjà. Il existe une plateforme qui centralise l'immatriculation du pays. Ce fichier souverain qui sait quelle voiture appartient à quel Congolais et qui touche combien sur chaque plaque, et dont les codes sources seraient juridiquement la propriété d'une société étrangère. Nous posions alors la question de fond. Qui doit détenir la clé de ce fichier ? L'État qui représente les Congolais ou le prestataire privé qui l'a bâti ? Cette question, longtemps restée dans les communiqués, vient d'entrer dans un traitoire. Voici le fait neuf. Kinshasa a porté le litige devant la justice. L'État a assigné la société Valornet, l'ancienne Syntel, devant le tribunal de grande instance de la Gombe. Il réclame 3 millions de dollars et surtout la restitution des infrastructures, des bases de données et des codes sources de la plateforme nationale d'identification. À quelques semaines de l'échéance du contrat en août 2026. Valornet, de son côté, campe sur une position simple. Le système est sa propriété, en vertu du contrat signé avec l'État. Première audience, le 22 juillet. Ce qui a commencé comme un litige technique sur des plaques est devenu cet été un procès de souveraineté numérique. Et c'est ici qu'il faut poser une question que les communiqués évitent soigneusement, une question qui décide de tout le reste. Où sont physiquement hébergées ces données ? Sur des serveurs installés en République démocratique du Congo ou sur des serveurs situés à l'étranger ? Nous ne le savons pas, et à notre connaissance, aucune des parties ne l'a rendu public. Mais mesurez ce que cet inconnu change. Si le fichier des Congolais est hébergé sur le sol national, l'État garde une prise matérielle sur lui. Il peut, en dernier recours, poser la main sur la machine. Si au contraire, ces données sont hébergées hors de nos frontières, alors la clé n'est pas seulement juridique, elle est géographique et elle est 2 fois plus difficile à récupérer. Un jugement de la Gombe s'arrête à la frontière. Il ne débranche pas un serveur installé à Johannesburg ou ailleurs. Voilà pourquoi la question de l'hébergement n'est pas un détail d'ingénieur. C'est le cœur du levier dont dispose ou non l'État congolais. Poussons le raisonnement jusqu'au bout, car c'est notre devoir. Supposons que le tribunal donne raison à l'État et ordonne la restitution. Et supposons que Valornet refuse, en s'appuyant sur son contrat. Que se passe-t-il alors ? Un jugement congolais n'a de force que là où l'État congolais est souverain. Si la matière est hébergée à l'étranger et que la société refuse de vendre les clés, Kinshasa se retrouve devant 2 issues, et aucune n'est simple. Soit il doit faire reconnaître et exécuter son jugement dans le pays qui héberge, en se pliant aux lois et aux tribunaux de ce pays. Soit le contrat de 2016, comme tant d'accords signés à l'époque, renvoie à une clause d'arbitrage international. Et là, l'affaire quitte la Gombe pour une enceinte étrangère où c'est le texte de contrat qui parle, pas la souveraineté proclamée. Et un contrat mal ficelé au départ, dans une salle d'arbitrage, se retourne souvent contre l'État qui l'a signé. Nous posons cette hypothèse comme une hypothèse, prudemment, parce que le contenu exact du contrat n'est pas public. Mais elle éclaire l'enjeu réel du 22 juillet mieux que la somme de 3 millions. Et si ce procès des plaques doit servir à quelque chose, qu'il serve d'avertissement pour un chantier bien plus grand que celui des véhicules. Car la nation construit en ce moment quelque chose de plus intime encore que le fichier des voitures. Elle construit le fichier des personnes, l'identité numérique de chaque Congolais. Ce projet que nous avons présenté à cette antenne au mois de juin. Là où les plaques ne concernaient que ceux qui roulent, l'identité numérique concernera chacun d'entre nous, de l'enfant qu'on enregistre à sa naissance jusqu'au dernier acte administratif d'une vie. Il s'agit du RDC Pass. Nous ne jugeons pas ce projet ce soir. Nous formulons un vœu, et c'est un vœu de souveraineté, que ce fichier des personnes ne connaisse jamais le sort de celui des voitures.
qu'aucun Congolais n'ait un jour à se demander devant un tribunal où dorment les données de son identité, ni sous quelle loi étrangère elles sont gardées. C'est l'occasion pour l'État de tirer la leçon avant la faute plutôt qu'après. Un élément souverain, qu'il s'agisse de nos plaques, de notre identité ou de tout registre qui touche à la nation, se conçoit, se gère et se stocke sur le territoire national. Et tout accord qui l'entoure doit être pensé pour servir la nation à 100%, dans son financement, dans sa propriété, dans sa réversibilité. Ce n'est pas une méfiance contre le partenaire, c'est une exigence envers nous-mêmes. Voilà pourquoi ce dossier dépasse de très loin les plaques d'immatriculation. Le 22 juillet, Kinshasa va plaider pour reprendre une clé qu'il n'aurait jamais dû laisser sortir de ses mains. Que ce procès se gagne ou se perde, la vraie leçon est déjà écrite, et elle vaut pour tout ce que la nation confiera demain à d'autres. Un peuple qui ne sait pas où sont stockées les données de ses enfants n'est pas tout à fait maître chez lui. Voilà où nous en sommes ce soir. En 48 heures, notre président a demandé à N'Djamena, le 15 juillet, que l'Afrique fabrique ses tuyaux et ses pompes. Un aveu que notre continent achète encore ce qu'il pourrait produire. Quand le Gabonais Oligui Nguema, à la même tribune, réclamait de refuser les financements qui imposent les entreprises étrangères. Puis, le 16 juillet, il a plaidé à Luanda une paix fondée sur le droit, dans une salle où un Timorais et l'autre Angolais ont nommé plus crûment que lui ce qui frappe le Congo. Nous avons vu les Nations Unies frapper Corneille Nangaa d'une 3e vague de sanctions, quand ce que réclame notre analyse, c'est un mandat d'arrêt international pour lui et pour Bertrand Bisimwa. Nous avons vu l'Union sacrée se contredire elle-même à 4 jours du 22 juillet. Et nous avons vu l'État assigner Valornet pour reprendre la clé d'un fichier souverain. Première audience, ce même 22 juillet. Il y a un fil dans tout cela, et c'est celui que nous vous laissons ce soir. La parole voyage vite, de N'Djamena à Luanda, bientôt à New York. Les principes sont beaux, les tribunes sont hautes, mais la souveraineté, la vraie, ne se prouve pas à l'étranger. Elle se prouve à la borne fontaine de Butembo, dans un prétoire de la Bombay, et le jour où un soldat étranger de moins foulera notre sol. Un peuple ne se nourrit pas de la hauteur des tribunes que gravissent ses dirigeants. Il se nourrit de ce que ces tribunes changent une fois la parole rentrée à la maison. Nous ne fermons aucune de ces portes ce soir. Nous les avons ouvertes devant vous, avec les faits, rien que les faits, et le reste vous appartient. À vous de prendre position. Nous vous avons donné de quoi le faire en connaissance de cause. Pour prolonger ces dossiers, notamment celui de l'agression et de son traitement international, nos émissions d'analyse restent disponibles sur notre chaîne YouTube, où la parole se fait plus tranchante encore que dans le format du journal. Je confie les éditions de ce week-end à ma consoeur Ilunga, qui prendra le relais dès demain samedi. Que Dieu garde notre nation et que chacun de vous soit protégé, chez lui comme au loin. C'était Kimberly pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.